Bonsoir à tous. Faire un bilan critique des médias et faire le bilan de nos combats depuis une quinzaine d'années, c'est un peu ce qu'on m'a demandé de faire ce soir. Un peu plus de 15 ans après la renaissance d'une critique radicale des médias, après des dizaines de livres, de documentaires à succès, des milliers de réunions publiques, on est évidemment en droit de se demander à quoi a servi la critique radicale des médias, à quoi sert-elle. À quoi sert-elle quand cet exercice devient un genre tellement courant, la critique des médias, qu'il dispose dorénavant d'émissions attitrées dans nombre de médias? À quoi sert-elle quand n'importe quel moteur de recherche permet à quiconque le souhaite de dénicher des propos de journalistes qui l'indignent, pour s'en déclarer ensuite indigné sur son blog, lequel blog n'est fréquenté que par des gens tout aussi indignés d'avance? À quoi sert-elle quand la défiance envers les médias est à la fois généralisée et souvent sans conséquence? Car le discours médiatique sur les privilèges supposés des fonctionnaires, sur les dangers présentés comme imminents de la dette, demeure relayé au quart de tour, y compris par ceux qui prétendent qu'ils ne font pas confiance aux médias. À quoi sert la critique des médias quand des journalistes qu'on entend et qu'on voit en permanence partout prétendent qu'ils sont les Jean Moulin d'aujourd'hui, les bannis des ondes, les Zola réactualisant J'accuse, les victimes de la presse d'industrie et du politiquement correct? Enfin, à quoi sert la critique des médias quand elle est de plus en plus souvent utilisée, récupérée, détournée, dévoyée par des groupuscules paranoïaques, souvent proches de l'extrême droite, qui cherchent à faire de cette critique l'outil de leur théorie du complot? Et notre critique des médias devient alors pour eux un moyen de mettre en cause tout ce qu'ils appellent la version officielle des événements, guerre, attentats, massacres, chaque fois que cette prétendue version officielle, qui est parfois aussi la relation objective et froide des faits, ne correspond pas à ce qui les arrange. Ce qui les arrange, un monde où tous les crimes sont toujours manigancés et commis par la CIA, Israël, les Juifs, l'Empire, et en général les quatre à la fois, avec d'ailleurs une efficacité telle qu'elle découragerait n'importe qui de combattre ces puissances autrement qu'en ricanant derrière son écran d'ordinateur qu'il n'est pas dupe, décourageant puisque ces puissances diaboliques prévoient toujours tout et sont toujours maîtres de tout. Peut-être qu'en définitive, nous sommes victimes de notre succès, on a créé un terrain, les autres ont découvert que ce terrain était fréquenté, et chacun vient y jouer. Autre hypothèse, nous ne sommes pas victimes de notre succès, mais nous avons perdu. D'une part, parce que la récupération d'une fraction de nos analyses nous a banalisés, et nos analyses avec, mais aussi parce que dans la réalité, peu de choses ont changé. L'espace des médias n'est guère plus démocratique qu'il y a 15 ans. N'en soyons pas trop surpris, les idées peuvent devenir des forces matérielles, mais encore faut-il qu'elles soient relayées au plan social et politique, et cela n'a pas été suffisamment le cas. Certains des principaux éléments de notre critique des médias, et c'était bien la nôtre, pas celle des autres, sont désormais connus. Des capitalistes s'emparent de la presse, des rapports étroits existent entre hommes politiques, industriels et médias qui ruinent le postulat selon lequel les médias seraient au service de l'information des citoyens. La connivence, bien davantage que la concurrence ou l'émulation, marque le monde du journalisme dominant et le font ressembler à un univers de cumulards interchangeables et inamovibles dans un espace socialement clos. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Ainsi, alors même que la critique radicale des médias se développait, le rôle des actionnaires s'est considérablement accru presque partout. Et celui des sociétés de rédacteurs s'est réduit d'autant. Pour le dire autrement, la liste des maîtres de la presse parisienne épouse aujourd'hui plus étroitement qu'il y a 15 ans le classement des milliardaires français.
Les Échos de Bernard Arnault, première fortune française. Le Point de François Pinault, troisième fortune française. Le Figaro de Serge Dassault, quatrième fortune française. Libération et désormais l'Express de Patrick Drahi, sixième fortune française. Le Monde et le Nouvel Observateur de Xavier Niel, septième fortune française. Direct Matin et Canal+ de Vincent Bolloré, dixième fortune française. Et je vous ai épargné Bouygues, Tapi et les autres. François Giroud l'écrivait déjà en son temps, je la cite, « Journaliste, je dépends de ceux qui possèdent les journaux. Attendre des représentants du capital qu'ils vous fournissent gracieusement des armes, c'est-à-dire en l'occurrence des journaux, pour s'élever contre une forme de société qui leur convient et une morale qui est la leur, cela porte un nom, l'imbécilité. » Mais la plupart de ceux qui travaillent dans les grands journaux sont en gros d'accord avec cette société et cette morale. Ils ne sont pas achetés, ils sont acquis. La nuance est importante. Ceux qui ne sont pas achetés peuvent en théorie créer d'autres organes pour exprimer leur vue. En pratique, les fonds nécessaires à la création d'une telle entreprise ne se trouvent pas dans les poches des révolutionnaires. Et c'est François Giroud qui faisait cette analyse. Il me semble que sur tous ces plans, peu de choses ont changé. Mais depuis 15 ans, quelque chose d'autre s'est modifié. Les industriels et les banquiers s'emparent de la presse, même si ça ne leur rapporte plus rien. Et les journalistes sont d'autant moins en mesure de s'opposer à ces patrons et aventuriers que la presse va mal. Et que de très nombreux titres recherchent, désespérément, les rares actionnaires que la presse intéresse encore. Une presse qu'ils achètent à présent pour une fraction misérable du prix qu'ils auraient payé il y a 15 ans. D'après ses propriétaires, Libération perdait l'année dernière chaque jour 22 000 €, soit près de 16% de son chiffre d'affaires. Serge Dassault aurait perdu avec le Figaro 15 millions d'euros en moyenne par an depuis 5 ans. Bernard Arnault a accumulé plus de 30 millions de pertes depuis le rachat des Échos. Claude Perdriel tournait à 5 millions d'euros de déficit avant qu'il ne cède son Nouvel Observateur et Rue 89 aux propriétaires du Monde, qui eux aussi perdent de l'argent. Pourquoi achètent-ils encore des titres de presse quand ils savent que cela ne leur rapportera rien? Si Patrick Drahi, patron milliardaire de Numéricable, a cependant décidé d'engloutir 14 millions d'euros dans le sauvetage de Libération, c'est qu'il en attend un autre retour sur investissement. Pour les géants de l'industrie du numérique, il s'agit d'acheter à bon prix des contenus pour leurs tuyaux. À terme, l'édition numérique de Libération pourrait, imaginons-le, devenir une prime offerte à tous les abonnés de Numéricable. Mais ce n'est pas le seul motif. On y regarde à 2 fois avant d'attaquer le patron d'un journal, rappelé Capital en août dernier. L'obscur boss de Numéricable, Patrick Drahi, n'était qu'un nobody quand il est parti à l'assaut de SFR. Moyennant quoi, il fut attaqué sur tous les fronts, exil fiscal, holding douteuse aux Bahamas, nationalité française incertaine, d'où Libération. Ce n'est pas TF1 bien sûr, mais l'effet dissuasif n'est pas nul. Xavier Niel poursuivait le même article de Capital, et lui passait du statut de pirate des télécoms à celui de membre de l'establishment depuis qu'il est devenu copropriétaire du Monde en 2010. Et cela à peu de frais. Sa fortune varie chaque jour en bourse de plus de 30 millions d'euros, la somme qu'il a investie dans le quotidien du soir. Les capitalistes s'emparent de la presse, la critique des médias l'a beaucoup expliqué, on le sait. Et on sait aussi pourquoi ça continue. Que sait-on également? On sait également que des rapports étroits existent entre politique et médias. Ces rapports, le journalisme de révérence, ont fait l'objet d'innombrables enquêtes et découvertes de notre part. Mais, à vrai dire, depuis Sarkozy, à quoi bon perdre encore son temps à décrypter quoi que ce soit? Tout est devenu tellement aveuglant. Il y a eu la soirée du Fouquet's, quand les grands patrons, qui sont aussi les gros patrons de presse, Dassault, Arnault, Pinault, Bolloré, Lagardère, avaient été ouvertement les piliers de la droite. Que sait-on encore? Que la connivence, plus que la concurrence ou l'émulation, marque le monde du journalisme. Oui, on le sait, mais décidément, rien n'y fait là non plus. Le Point, dont Gisbert est l'éditorialiste vedette, consacre une partie de sa une au livre de Franz-Olivier Gisbert. Marianne, dont Jacques Julliard est éditorialiste, consacre un dossier ou un long article à chaque livre de Jacques Julliard. Éric Zemmour, éditorialiste au Figaro Magazine, fait la manchette du Figaro Magazine.
et BHL, Barbier, El-Kabbach, Geoffrin, Zemmour paraissent insubmersibles. Alors bien sûr, on aimerait varier les cibles, décrire autre chose que ce journalisme de révérence, ce journalisme de classe, ces médias de marché, avec ces économistes à gages qui conseillent des banques, qui siègent dans leur conseil d'administration, cette petite société de connivence qui occupe le devant de la scène et qui dissimule un univers de journalisme précaire. Seulement voilà, nous ne sommes pas là pour la beauté de l'art, pour jouer les virtuoses. Nous menons un combat, ils nous imposent toujours les mêmes, ce sont donc toujours les mêmes qu'on doit cibler. C'est comme la critique du capitalisme, on la connaît déjà. Faut-il cesser de l'exposer à ceux qui ne la connaîtraient pas, à ceux qui n'étaient pas là quand on avait déjà tout dit? Nous sommes engagés dans la bataille des idées, nous faisons de la politique, et nous ne pouvons avoir qu'une règle, il continue, alors on continue aussi. La critique des médias est à la fois trop facile et elle n'est pas facile. Elle est trop facile pour les raisons que je viens d'évoquer. Les mêmes font la même chose depuis 30 ou 40 ans. Mais elle est difficile aussi. Elle est difficile parce qu'elle est de plus en plus handicapée par une illusion. L'illusion qu'elle ne serait plus nécessaire. Non pas qu'elle serait inutile, parce que comme on l'a vu, tout recommence toujours avec les mêmes, ou d'autres à peu près identiques, mais nous dit-on souvent parce que la critique des médias serait devenue superflue en raison des nouvelles technologies et des enclaves libérées que ces nouvelles technologies laisseraient apparaître. Ces enclaves donnent en effet le sentiment à ceux qui les fréquentent que tout a changé. Cependant même que pour les autres, beaucoup plus nombreux, qui ne passent pas leur vie dans ces niches, sur ces blogs, dans ces forums, tout ou presque reste pareil. Alors la critique des médias est-elle encore utile? Internet ne permet-il pas, comme certains le croient ou le disent, de se dégager du paysage médiatique dont la nocivité serait par conséquent amoindrie et la mise en cause moins nécessaire? Oui, il y a Internet, les blogs que nous fréquentons, les sites dont on nous envoie les liens, et qui nous font parfois croire que tout ce que nous savons est ouvert et utilisé par tous les autres, et que le savoir critique, universel, a gagné. Jusqu'au jour où nous découvrons que nous ne sommes pas plus nombreux qu'avant à lire, mais autrement, ce que nous lisons, à partager les mêmes passions et les mêmes obsessions. Jusqu'au jour où nous découvrons, en somme, que nous vivons toujours dans une bulle assez peu visitée, jusqu'au jour où nous comprenons que Internet, qui est peut-être pour nous un instrument de savoir et d'émancipation, et pour d'autres, plus puissant que nous, un instrument de délation, de fichage et une machine à vendre. Mais peut-être qu'en définitive, le mieux pour échapper aux difficultés croisées de la récupération, du dévoiement de notre travail par nos adversaires et de l'absence de résultats concrets, visibles de notre critique, serait de sortir de ces problèmes par le haut, en formulant des propositions à la fois sérieuses et suffisamment radicales pour n'être pas récupérables. Henri va le faire de son côté, laissez-moi en rappeler une. En décembre dernier, Pierre Rimbert a présenté dans les colonnes du Diplo un projet pour une presse libre. C'est un outil pédagogique précis, mais c'est aussi un instrument de mobilisation politique. Pédagogique et précis, parce qu'il s'appuie sur des dispositifs juridiques et institutionnels qui existent déjà. Premièrement, la séparation entre presse d'intérêt général et presse récréative ou professionnelle comme critère d'allocation d'aide de la collectivité. Cette séparation figure dans les premiers textes sur les tarifs postaux préférentiels de 1796, vous voyez, ça ne date pas d'hier, et court jusqu'à l'article 39 bis A du Code actuel des impôts. Le projet pour une presse libre se contente donc de radicaliser ces principes pour en faire les points d'appui d'une stratégie de réappropriation démocratique de la presse. Le contexte d'effondrement du système de la presse rend, me semble-t-il, ces mesures plus audibles qu'il y a 15 ans. Il y a plus de terres promises que de terrains gagnés, écrivait Victor Hugo à propos de la Révolution française. C'est vrai, mais le terrain que nous avons gagné, nous pouvons aussi le mesurer. Depuis 15 ans,
la critique radicale des médias a été une composante essentielle des grandes batailles progressistes. Sociales, comme au moment des grandes grèves de défense de la sécurité sociale et des mobilisations contre la précarité, et le CPE en 2006, diplomatique, comme au moment de notre engagement contre les guerres du Kosovo, d'Afghanistan, d'Irak, électorale, puisqu'au fil des scrutins présidentiels, sans doute un peu grâce à nous, le nombre de candidats mettant en cause la partialité des médias et la propriété des médias par des grands groupes industriels n'a cessé de croître. Sans oublier ce grand moment du référendum sur le TCE, où notre travail a joué un rôle non négligeable dans la victoire du non. Nous avons donc amoindri le prestige, le crédit et le pouvoir de nuisance des grands médias. Mais la structure économique et sociale qui les conforte demeure en place, et il ne dépend pas seulement de nous qu'elle vacille, nous le savons. Cependant, nous escomptons que cette structure économique et sociale recevra de nouveaux coups en Grèce, en Espagne, ailleurs, et là encore, nous serons du bon côté. Nous sommes ici ce soir, nous étions en Grèce dimanche dernier, et à Madrid tout à l'heure, quand s'est rassemblée une foule gigantesque, mêlant drapeau grec et drapeau de la République espagnole, contre les politiques d'austérité européenne. Ce combat est le nôtre, nous sommes prêts. Merci.